Lundi 29 septembre 2014, bienvenue à tous dans ce journal que nous débutons avec le retour dans la capitale Kinshasa du président de la République Joseph Kabila qui venait de participer à New York à la 69e Assemblée générale des Nations Unies. Séjour de près d'une semaine, notamment marqué par son discours du haut de la tribune des Nations Unies. Le président Joseph Kabila avait affirmé que la République démocratique du Congo était de nouveau un pays debout, un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour davantage. Claude Biringanine. La relance des objectifs du millénaire pour le développement était le thème principal de la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. En 13 ans, la RDC avait aussi ses objectifs à atteindre et Joseph Kabila a parlé d'un Congo de nouveau debout, un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour davantage, un pays dont l'économie est l'une des plus dynamiques du continent avec un taux d'inflation proche de zéro. Un pays en pleine reconstruction où routes, écoles, hôpitaux et infrastructures diverses sont construits en nombre et à un rythme sans précédent. À New York, Joseph Kabila a également eu des contacts de haut niveau, notamment avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui à cette occasion lui a réitéré le soutien de l'ONU pour les efforts fournis par le gouvernement congolais en vue de la consolidation de la paix et de l'accélération du processus des réformes dans tous les domaines de la vie nationale. Le chef de l'État a également échangé avec son homologue namibien, Hifikepunye Pohamba. Les deux personnalités dont les pays respectifs sont membres de la SADC se sont penchés sur des sujets en rapport avec le réchauffement des liens de coopération entre Kinshasa et Windhoek dans les domaines diplomatiques, commerciaux et sécuritaires. Le président Joseph Kabila a quitté New York samedi dans la soirée et c'est dimanche en fin de journée qu'il est arrivé à Kinshasa après un séjour de près d'une semaine aux États-Unis. Sur ce plateau, je l'annonçais en titre, Jean-Marie Kassamba, bon retour au pays. Merci. Vous étiez à New York comme envoyé spécial de Télé 50. Vous avez également assisté à ce discours du chef de l'État. Premier constat, le discours était moins long que d'habitude. Et puis, pour certains, c'était le meilleur discours de Joseph Kabila depuis qu'il prend la parole sur cette tribune des Nations Unies. Ah oui, c'est le meilleur discours, mais surtout les discours dans les normes internationales aujourd'hui, parce que maintenant, il faut moins parler, mais dire des choses profondes. On l'a vu d'ailleurs avec beaucoup de chefs d'État qui étaient à New York. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de discourir comme dans les années 70. Rappelez-vous, le maréchal Mobutu avait fait quasiment 3 heures de discours. Là, personne ne vous écoute. Non, c'était un discours d'abord très important devant des grands de ce monde, regardé à travers le monde et surtout suivi par beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'on peut y retenir dans ces discours? Mais surtout le retour de la République démocratique du Congo au devant de la scène. On l'a vécu d'abord par l'approche manifestée à l'endroit du président Kabila par beaucoup de grands chefs d'État, des personnalités, des envoyés spéciaux. Beaucoup ont préféré parfois garder l'anonymat, mais étaient venus pour saluer le grand chef d'un grand pays qui arrive aujourd'hui à dire ce qu'il faut sur le plan international. Alors, on se dit, on a vu Joseph Kabila cherchant à pousser la RDC au devant de la scène, un leadership africain, notamment dans la maîtrise de cette situation. La crise qui frappe Ebola, la RDC s'est présentée comme le bon élève qui a su justement contenir l'épidémie. On voit aussi Joseph Kabila revendiquer pour l'Afrique une place au niveau du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Mais ce n'est que justice. Le leadership de la RDC ne se discute plus aujourd'hui. Je vous rappelle que jeudi dernier, donc la veille, le lendemain de son intervention, le président a participé à une grande réunion sur la République centrafricaine. Mais nous ne sommes pas seulement leaders en matière de lutte contre Ebola, mais aussi en matière de lutte contre pour la protection de l'environnement, mais également dans le domaine de matières premières stratégiques, l'uranium, les coltans, etc. Donc nous sommes aujourd'hui un pays leader qui doit revendiquer toute sa place. Si demain, il y a une place au Conseil de sécurité des Nations Unies, et il appartient naturellement à un grand pays comme le nôtre, la RDC, de représenter valablement l'Afrique, parce que rappelez-vous que le Nigeria, qui avait ce rôle, est en train de le perdre avec un peu cette épidémie, on va dire, guerrière avec Boko Haram. L'Afrique du Sud s'est beaucoup affaiblie parce que l'Afrique du Sud n'arrive plus à représenter le rêve Mandela,
Donc la RDC aujourd'hui se consolide de plus en plus. Le président de la République n'était que dans son rôle d'un grand chef, d'un grand pays qui doit dire au nom de l'Afrique ce qui doit être fait aujourd'hui pour notre continent. Alors, dans ce discours, à retenir aussi la confirmation des élections en 2016. Par contre, à Kinshasa, l'opposition ne voit pas cette volonté d'alternance. Déjà, des marches, vous n'étiez pas à Kinshasa, vous étiez à New York, vous avez sûrement suivi l'actualité, des marches organisées à Kinshasa par l'opposition pour notamment refuser toute révision de la Constitution. Écoutez, Patrick Nguyen, ce qu'il faut retenir aujourd'hui sur le plan international, les débats, ce n'est pas au niveau de notre petite politique un peu, je dirais, quinoise, de révision par révision, etc. Les grandes questions qui s'adressent, enfin qui se traitent sur le plan international, c'est la sécurité. C'est l'assurance que le siècle qui va arriver, ou le siècle qu'on est en train de continuer, va stabiliser le monde, va stabiliser l'Afrique, avec le terrorisme, avec les guerres qui commencent un peu à déchirer l'Afrique. On a cité quelques pays, la République centrafricaine, la Libye, la Somalie, il y a même le Kenya qui est menacé, etc. Le Congo joue un rôle soupape dans cet environnement. Là-bas, les discussions ne se tiennent pas au niveau des constitutions ou pas. Ça, ce sont des politiques intérieures de chaque État. Remarquez qu'au Congo-Brazzaville, ils ont déjà franchi les caps des élections locales, au Burkina Faso, un peu partout. Chaque pays doit gérer en quelque sorte un peu tous ces rendez-vous avec sa politique interne. Chez nous, le président de la République a confirmé qu'il y aura effectivement élection, mais ces élections, ce qui les gagne, ce sont les partis politiques, ce sont les états-majors. À chaque état-major de s'organiser pour gagner ces élections. Aux opposants de faire autant, à la majorité de faire autant. Donc, un chef n'a pas à se préoccuper de ce qu'ils pensent les uns les autres. Il doit surtout se préoccuper de la stabilité, comme il a dit, du continent, la stabilité de la RDC et surtout que les institutions fonctionnent d'une manière régulière. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Vous étiez envoyé spécial de Télé 50 à New York. Bon retour au pays. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, le voyage était trop long, presque 20 heures de vol, c'est long. Voilà, merci beaucoup. Vous le savez, c'est tous les lundis que le Premier ministre Matata Ponyo préside la réunion de la Troïka stratégique à la primature, du moins quand il est à Kinshasa. Et ce lundi 29 septembre, il était question d'évaluer la situation économique sur le plan international et national. Il en ressort qu'en RDC, la situation macroéconomique est restée stable de manière générale sur toute l'étendue nationale. Marlon Kachamo. Primature, l'emblème du pays flotte à coups de vent. Ces personnalités qui arrivent vont participer à la Troïka. Le ministre de l'économie, les vice-ministres des Finances ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Dans la salle d'attente, ils jettent un dernier coup d'œil avant de retrouver cette table ronde autour de laquelle se discute la situation économique de la République démocratique du Congo. Aussitôt survient le Premier ministre qui préside la réunion qui table sur les volets international et national. La Troïka a été informée de la bonne tenue de travaux du sommet des Nations Unies sur le climat qui s'est tenu la semaine dernière à New York. Au cours de ces travaux, les États se sont accordés de l'urgence d'agir contre les changements climatiques. Au pays, la situation macroéconomique a été étudiée et les différents membres de cette structure attestent que la stabilité se consolide davantage. Nous avons apprécié le fait que la Banque centrale a présenté une note qui présente les estimations du taux de croissance économique 2014 sur base de réalisation donc du premier semestre. Et ces estimations indiquent que nous pourrons terminer l'année avec un taux de croissance économique de 8,7%. Autour du chef du gouvernement, la Troïka a aussi fait allusion aux finances publiques, un secteur qui connaît l'appui du gouvernement afin de rapprocher le niveau des recettes à celui des dépenses. La réunion terminée, un autre rendez-vous est pris pour le lundi prochain à 6 h du matin. Rendons-nous en province orientale. Cela fait plus d'une semaine que le pont jeté sur la rivière Essaye s'est effondré. Ce pont se trouve sur la route nationale numéro 4 au point kilométrique 395. La vétusté est à la base de cet accident qui occasionne le blocage des véhicules de part et d'autre du pont. Vu la situation, les passagers redoutent l'apparition de certaines maladies et sollicitent l'intervention des autorités.
Ce pont vétuste s'est effondré le 19 septembre dernier à cause des véhicules surchargés qui le traversent. De part et d'autre du pont, les véhicules bloqués sont comptés à près de 300. Il s'agit notamment des véhicules de grand tonnage transportant des denrées alimentaires en provenance de Bunia qui se rendaient à Kisangani et ceux qui faisaient le trajet inverse. La plupart de ces camions transportaient des denrées alimentaires qui pourrissent déjà en chemin faute de conservation adéquate. Certains passagers découragés ont même rebroussé chemin, d'autres restés sur place passent la nuit à la Belle Étoile et consomment notamment de l'eau de la rivière Essaillé. Au moment où l'épidémie d'Ebola fait parler d'elle avec force, les passagers redoutent l'apparition de certaines maladies et sollicitent l'intervention des autorités. Pour permettre la réhabilitation du pont, le ministre provincial des Travaux publics a annoncé l'arrêt momentané de trafic sur cet axe. Ces travaux exécutés par le gouvernement provincial avec l'appui de l'Office des routes ne devraient pas excéder 14 jours. Autre chose qui va succéder à Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Après 12 ans à la tête de l'OIF, l'ancien président sénégalais arrive fin mandat dans quelques semaines et il ne va pas se représenter pour sa succession. Des candidats se présentent déjà. Ont-ils le profil? Le tout va se jouer dans quelques semaines à Dakar, vous le savez, lors du 15e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Le point avec Jetou Bapilé. Lorsque nous sommes seuls à espérer et à vouloir, cela ne demeure bien souvent qu'un espoir et un vœu. 5 candidats sont en lice pour briguer la présidence de l'OIF. La Canadienne Michaëlle Jean semble avoir une longueur d'avance sur ses 4 concurrents. Gouverneur général de son pays de 2005 à 2010 et envoyé spécial de l'UNESCO pour Haïti, cette ancienne journaliste de 57 ans a été grand témoin de la francophonie aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Mais sa candidature se heurte à un obstacle de taille, elle n'est pas africaine. Une règle non écrite veut que le secrétaire général soit une personne du Sud. Certains estiment même qu'il doit rester une chasse gardée africaine, alors que de nombreux postes de haut niveau sont occupés par des gens du Nord. Le Gabonais Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine et diplomate reconnu, présentait un profil idéal, mais on lui prête des ambitions présidentielles dans son pays et il a décliné les approches. Médiateur estimé en Afrique, l'ancien président burundais Pierre Buyoya devrait être barré sauf surprise par son passé d'ancien putschiste dans son pays. L'ex-premier ministre mauricien Jean-Claude Delestrac, secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, pourrait tirer son épingle du jeu. L'écrivain congolais Henri Lopez, déjà candidat au poste par le passé, joue sur le même registre mais son âge, 77 ans, et ses postes de ministre sous Denis Sassou Nguesso sont un handicap. Et le 5e et dernier candidat est l'équato-guinéen Nzefoumu. Il n'y a plus qu'à attendre la tenue du 15e sommet de la francophonie à Dakar en fin novembre pour connaître le successeur d'Abdou Diouf. Et en sport, Ligue des champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe ne jouera pas la finale de la 18e édition. Les Corbeaux de Lubumbashi, pourtant vainqueurs, 3-2 des Algériens de l'entente sportive de Sétif, hier en demi-finale retour, se sont vus éliminés suite, vous le savez, au principe du but marqué à l'extérieur. Ainsi, l'ASV Club aura seul la lourde charge de défendre les couleurs de la RDC. Le film du match dans cet élément. Vous voyez un peu donc Kidiaba, le capitaine, malgré son expérience, il n'en revient pas. Robert Kidiaba ne danse pas aujourd'hui, comme d'habitude. Les pensées légendaires des Corbeaux de Lubumbashi en larmes au coup de sifflet final, puisque son équipe ne jouera pas la finale de la Champions League africaine. Et pourtant, Mazembe n'avait besoin que d'un petit but. Des buts, il en a eu, mais l'équipe congolaise en a encaissé 2. Des buts qui les privent de la gloire. Dès la 8e minute, les Algériens ouvrent le score après ce service parfait de Yen Malouli, Kidiaba boxe, mais dans le filet. Un but qu'il ne fallait pas prendre. La réaction mazembienne ne s'est fait pas attendre. 25 minutes plus tard, sur une balle arrêtée de Jean Kasousoula, Daniel Adjei reprend de la tête. Les rêves est encore permis. Après quelques minutes, Mazembe reprend l'avantage grâce à ses coups de tête de Salif Koulibaly, qui hérite d'un ballon en plein corner. Après les citrons, Mazembe, poussé par son public, appuie sur l'accélérateur et marque les buts de la qualification par Jonathan Bolingi Pangui. Dès cet instant, les Corbeaux avaient leur qualification en poche, mais c'était sans compter sur la détermination des Algériens, qui réduiront la marque à 16 minutes du terme.
On voit un peu l'action. Attention, Kyliaba qui fait une Telles erreurs sont évitées. Oh là 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 là. Ce centre manqué de Sofiane Younes.